Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on va parler de narrative design. J'ai invité Léonard Bertos, je l'ai invité chez moi pour parler de narrative design et puis plus précisément les outils de narrative design en pré-production. Il va nous expliquer comment écrire et préparer son jeu pendant la pré-production avec un narrative designer. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Attention, le début est un peu flou mais après ça revient à la normale. Profitez bien et bon visionnage. Alors, qu'est-ce que le narrative design? Bah, en fait, le narrative design, moi je dis toujours aux gens qui sont pas du jeu vidéo, je dis scénariste de jeux vidéo. Pour les gens de l'industrie, je dis game design focus sur la narration. Ça recouvre à peu près toutes les réalités du narrative design. Donc si on veut rentrer dans les détails, déjà on peut dire que le narrative design c'est plusieurs métiers distincts, donc plutôt dans les AAA et les grosses prods, où il va y avoir plusieurs postes de narrative design avec plusieurs spécialités. Plus tu vas vers l'indé et les petites prods, plus ça va être le narrative designer qui va avoir plusieurs casquettes, et certaines casquettes de narrative design qui vont aller sur les game designers, etc. Quand on voit une annonce narrative design, il faut toujours bien regarder les détails de l'annonce, parce que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, et personne n'entend exactement la même chose. La plupart des gens, ils entendent l'écriture. Comme tout le monde entend ça, forcément ça fait partie des métiers. Ça va être soit le scénario, soit le content, soit les deux. Donc l'outline, l'histoire. C'est quoi l'outline ? Ouais, l'histoire en général, tu vois. Le scénario. Là, pour le coup, il n'y a pas de poste qui se rapproche plus du scénariste que ça. Donc ça va être pas forcément linéaire. Ça peut être le world building qui va avec. Et le content, c'est tout ce que le joueur va percevoir, pas faire plus simple, et c'est très souvent ce qu'on entend par narrative design. Mais le narrative designer, il a aussi le rôle de faire en sorte que la narration soit bien intégrée au jeu. Pour rentrer dans le détail, il faut que la promesse de jeu, promesse de fantaisie du jeu, donc ce que le marketing va promettre aux joueurs, incarner tel personnage, tel genre de monde, telle histoire, tel enjeu, soit bien suivi tout au long de l'expérience du joueur. Ça, c'est beaucoup plus design, c'est beaucoup plus du game design, et sur bien des aspects, moi personnellement, j'ai besoin d'un game designer. Ouais, c'est ça, c'est à quel point du coup, toi tu dois partir d'un pitch de game design au début. Ça, c'est le débat de à quel moment intervient le narrative designer. Donc la plupart des narrative designers te diront dès le début et jusqu'à la fin. Ce qui est logique parce qu'ils doivent pouvoir mettre leur grain de sel dans tout en théorie. Sauf qu'en fait tous les développeurs doivent pouvoir mettre leur grain de sel dans tout à tous les moments de la prod. Voilà, donc ce volet game design, ça demande des compétences, ça peut avoir toutes les compétences de game design, programmation, tout ça peut être inclus dans du narrative design. Donc c'est important, moi je pense, de bien délimiter les compétences du narrative designer, qu'on soit un narrative designer soi-même ou qu'on recrute un narrative designer, pour savoir où commence son rôle et où il s'arrête. Parce que justement c'est très flou et c'est très dur de tout savoir faire. C'est rare de trouver quelqu'un qui sache faire du technical narrative design sur Unreal et qui est capable de tomber 200 pages d'histoire hyper clean et tout, quoi. Parce qu'il faut quelqu'un qui décide des features aussi, faire des fonctionnalités du jeu. Ce pouvoir de décision en quelque sorte, bon, il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un pour trancher, mais en tout cas c'est comme ça qu'on a fonctionné à Goblins pendant très longtemps, c'était que chaque poste avait été considéré comme expert dans son poste, on n'était pas très nombreux, et donc du coup tout le monde devait pouvoir intervenir et donner son avis sur toutes les features, et à quel point son avis était important, pouvoir peser l'importance de son propre avis. Il y a des features sur lesquelles qui plaisaient à personne, et à l'inverse il y en avait d'autres qu'on pouvait négocier beaucoup plus facilement, tu vois. Tu veux qu'on passe sur la pré-prod? À mon avis, tout ce que tu vas mettre en place qui va pouvoir te servir tout au long de la production, et de la pré-production, qui va être une sorte d'encyclopédie de ton univers. Il n'y a pas vraiment de limite au world building. J'ai vu l'intervention au Game Camp de l'écrivain principal de Disco Elysium, qui a dit un truc qui était très juste pour moi, et qui va complètement à l'encontre des standards de l'industrie. Il disait, pour moi, un bon world building, c'est 10 à 15 ans de travail, et donc il conseillait pour un jeu vidéo minimum 5 ans de travail. Évidemment, c'est impossible. Ce pourquoi, c'est totalement justifié de prendre des univers qui existent déjà, et de travailler à partir de ça. Pas seulement des licences, mais vraiment des univers. Donc effectivement, le world building n'a pas de... Il n'y a pas de limite à ce que tu peux produire en world building. Et moi, par exemple, sur Sandwalkers, c'est un jeu qui a eu pas mal de retard. Et pendant tout ce retard, j'ai travaillé en discontinu plutôt. J'ai travaillé en discontinu sur le world building à chaque fois que j'avais du temps. Le but du world building, c'est que ce soit toujours plus profond que ce que le joueur va percevoir. En fait, si t'as des choses qui sont superficielles,
ça va se voir, même si ça reste quand même très classique et très standard d'avoir des choses superficielles, il y en a partout. T'as toujours quelque chose à dire au moment où la question est soulevée dans la production ou au cours du jeu, ça va se sentir en fait. Et donc c'est en gros ce que le joueur va percevoir, c'est la partie émergée de l'iceberg, et tout le reste c'est ton world building. Et c'est tes ressources pour travailler, sans avoir à partir de zéro à chaque fois qu'une question est soulevée par le lore ou par le jeu. Le world building, tu peux faire un monde qui s'étend à l'infini et qui épluche absolument tous les aspects de l'existence, mais il faut avoir beaucoup de temps, c'est pas forcément le plus pertinent, parce que l'idéal ça reste quand même de construire ton monde autour des besoins de ton jeu. Même pour les romans, de ton histoire, tu vois. Je pense que l'idéal, ça reste quand même quand le world building est construit vraiment autour de ce que le joueur va percevoir. Imaginons, j'ai une idée de jeu, je sais pas, un Diablo-like science-fiction, on va dire. En fait, la pré-prod, c'est un des trucs que je suis même le tout début d'un jeu, c'est un des trucs que je suis le plus souvent amené à faire en presta. Très souvent, les gens ils viennent me voir, ils ont rien ou un prototype. L'avantage de la narration, c'est déjà entièrement balisé. Il y a un début, un milieu, une fin, un objectif, des personnages, tout est déjà en place et tout le monde a conscience de ce schéma. Moi, ce que je fais à partir du pitch du jeu, c'est que je vais faire des propositions de pitch narratif. Je prends le pitch du jeu et le modifier pour inclure une proposition narrative qui va inclure, le plus souvent dans un pitch, ça va être le schéma actantiel. C'est très très simple, c'est le héros, son objectif, son ennemi, vraiment que ça fonctionne mécaniquement très rapidement. Ensuite, ça va être le synopsis. Donc là, c'est la Bible que je décris, c'est le tout début de la Bible. Le pitch, le synopsis, donc ça va être le développement de cette proposition avec le début, le milieu, la fin. Et ça déjà, idéalement, il faudrait le valider. C'est une étape importante et qu'il ne faut pas sauter parce que une fois que c'est établi, en général, c'est gravé dans le marbre. Très difficile de changer la structure essentielle du récit quand on a commencé à travailler dessus. Moi, idéalement, je demande au tout début du travail de me donner tout ce qu'ils ont. Parce qu'en fait, comme la narration peut tout impacter, et il faut avoir une conscience de ce qui a déjà été fait, parce que tout ce qui va impacter ce qui a déjà été fait, ça va coûter de l'argent, automatiquement. Et je pense qu'il faut toujours avoir conscience du coût des choses qu'on demande, parce que certaines choses qui peuvent paraître banales peuvent coûter très très cher, et d'autres choses qui sont très importantes pour la narration et donc pour le jeu peuvent ne rien coûter, quoi. Par exemple, une animation, ça coûte cher, une voix, ça coûte très cher, la traduction, on a toujours tendance à sous-estimer même avec de l'expérience. Chaque fois qu'on écrit un texte, il y a un coût de traduction en fonction du nombre de langues qu'on a prévu. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de jeux qui sortent uniquement en anglais, parce que c'est moins cher. Donc je demande tout ce qu'ils ont, et en général, à partir de ce qu'ils ont, je dis ce qui, moi, me paraît pas bien, puis ensuite je fais des propositions, en général des propositions qui ne touchent à rien, entre guillemets, et des propositions idéales. Je fais toujours des propositions idéales, c'est difficile de travailler comme ça, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas forcément. Je leur fais quand même la proposition idéale, si eux ils prennent la décision de tout casser et de recommencer, à ce moment-là ils sauront où aller, quoi. Mais après, c'est vrai que ça reste, la collaboration avec les gens est pas... on se comprend pas toujours très bien. C'est de la communication, mais c'est une grosse partie du travail. Parce que le but du narrative designer, c'est pas de ramener ses histoires et de les faire réaliser, malheureusement. Mais c'est de faire réaliser l'histoire du studio et de l'équipe, quoi. De fait, moi je trouve que les gens ils nous recrutent en fonction de ce qu'on a déjà fait. Donc si on a de la chance, on a fait ce qu'on aimait faire. Donc à partir de là, ça roule pas trop mal. Ça arrive quand même de tomber, ça m'est arrivé en tout début de carrière, de tomber sur des gens qui comprenaient rien du tout, ni au métier, ni à ce qu'on savait faire, ni rien. Ça arrive, hein. Mais la plupart du temps, les gens se comprennent bien. Ouais, alors je t'avais parlé du pitch de la Bible. Et, normalement, ça prend pas très longtemps, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de le faire valider. C'est pas de le surtravailler. Ça sert à rien de surtravailler un truc qui va gicler, et puis c'est très court, ça tient sur une page. Donc du coup, comme il reste du temps, à ce moment-là, je propose, en fonction du type de jeu, des personnages ou des lieux, les éléments qui me paraissent narrativement les plus importants, et je m'arrête avant le séquencier, parce qu'on va pas développer le séquencier si on n'a pas validé le pitch. Et le séquencier, c'est découper... Alors, dans le cinéma, c'est découper séquence par séquence le film, et donc théoriquement, dans le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Après, ça dépend s'il est très linéaire ou pas, parce qu'évidemment, s'il est arborescent... mais l'avantage du récit, c'est qu'on peut très vite voir sa linéarité. C'est-à-dire que soit il est linéaire, point. En fait, c'est l'expérience du récit qui va l'être plus ou moins. Soit il y a plusieurs récits, mais c'est toujours plus ou moins linéaire. Et du coup, tout ça a pris combien de temps en général? Toi, tu conseilles d'y mettre combien de temps, de journée
Et moi, ça réaliser ça peut me prendre un jour ou deux, quoi, en fonction de la taille du jeu. C'est très rapide, le but c'est de faire une proposition à partir de laquelle on va travailler. Déjà, si on vient de voir, avec un pitch, en 2-3 jours, tu peux avoir un premier squelette, c'est ça? Ouais, un portrait robot du jeu, quoi. Un portrait robot de l'histoire. Après, moi, l'expérience que j'ai, c'est plutôt des jeux courts. Même s'ils peuvent être très longs à réaliser, c'est en théorie des jeux courts. Donc à partir de là, il y a déjà une base de travail. C'est bien que la base de travail aille vite, parce qu'après ça peut être long, effectivement. Donc voilà, est-ce que pour toi, à ce moment-là, la pré-prod, elle est terminée? Ou est-ce que... est-ce que toi, tu définis un peu dans la pré-prod narrative? Ah non, pas du tout, une pré-prod de 3 jours, ça me paraît pas possible. Non, la pré-prod, après, il y a le séquencier, donc qui peut prendre longtemps, effectivement, en fonction de la taille du jeu. Après, tu fais la Bible vraiment, donc la Bible, c'est tous les lieux, tous les personnages s'il y a des personnages, tous les événements du jeu. En fait, ta Bible, c'est normalement tout ce qu'il y aura dans le jeu. Alors évidemment, vu que tout au long du développement, tout peut bouger, tu vas avoir tu vas la versionner, elle peut être plus ou moins grosse, elle peut être soit dans un doc, soit dans un Excel, voilà. Ensuite, la rédaction du scénario, c'est aussi de la pré-prod, hein. Donc rédiger le scénario du jeu, pas le content encore, le contenu, ce que le joueur va percevoir, c'est juste ce qui va se passer dans le jeu. Et plus t'en fais en pré-prod, et moins tu seras bloqué ensuite en prod. En prod où tout est coincé par les deadlines des uns et des autres. Donc il faut en rédiger le maximum en ce moment-là. Et même en pré-prod, tu peux préparer le document de localisation en fonction du nombre de langues et de la taille du texte qui peut être plus ou moins problématique. Et puis en fonction des partenaires de localisation aussi. Donc en fait, le but de la pré-prod, ça va être de te prémunir contre tous les problèmes que tu vas avoir. Et donc effectivement, c'est pareil, ça peut être à l'infini. Surtout en fonction des nombreuses modifications qu'il va y avoir dans le scénario, parce qu'il y en aura, enfin dans le scénario, dans l'histoire en général. À ce moment-là, tu vas devoir réadapter, archiver sans jamais rien jeter. Bah alors, c'est le budget. C'est le budget, alors c'est le type de jeu évidemment, parce qu'il va y avoir des jeux qui vont très mal supporter beaucoup de narration, mais ça c'est toute l'équipe qui en décide. Si tu fais un Tetris, forcément ça va être assez compact, tu vois. Si on part dans l'idée d'un jeu narratif, c'est le budget qui décide de tout. En fonction de comment tu vas, comme je disais au début, hein, la traduction, les doubleurs, les acteurs, les graphistes, ce qui limite ton scope, c'est ton budget. Et donc il faut avoir un univers descopable au maximum et être capable de garder le minimum. Donc faire le plus pour faire le moins. Alors ça dépend du type de jeu, mais si on part sur un jeu narratif, encore une fois, t'as ta Bible, donc avec pitch, synopsis, séquencier, et ensuite en fonction de tes besoins, tes personnages, tes lieux, etc. Donc ta Bible. Tu vas avoir le doc où tu vas travailler tes textes. Ça peut être le même doc ou ça peut être un autre doc où tu vas faire tes demandes de features, de props, de tout ce qui va demander de la réalisation de quelqu'un d'autre, pas juste des textes. Tout l'art va être de savoir communiquer dessus avec son équipe. Ensuite, tes docs de design. Si tu demandes des features, il faut les designer. Et après, là, c'est pareil, ça dépend de tes compétences. Soit tu les designes hyper précisément et ça part direct en prod, soit t'as besoin que le game designer vienne t'aider. Moi, c'est plutôt ça. Et le doc de Loka, si t'as du temps. Si t'as des doubleurs, tu leur fais un doc rien que pour eux parce qu'ils manipulent beaucoup les textes aussi eux-mêmes. Ils ont besoin d'avoir un doc à part. Bah là, ça dépend de la personnalité de chacun, des besoins de chacun et de comment chacun se positionne lui-même vis-à-vis des autres. Tu peux avoir le directeur créatif qui est en fait le patron et qui décide de tout. Et bah c'est toujours un rapport de force, hein, de toute façon, mais ça peut être un rapport de force très vertical ou ça peut être un rapport de force plus horizontal. Moi j'ai pas eu affaire à des hiérarchies très fortes pour l'instant, et dans ce cas-là, en général, moi des témoignages que je lis, c'est que les gens ils font ce qu'on leur dit, et puis ils essayent de twister sur les trucs qui leur plaisent vraiment pas, ça peut arriver. Donc le directeur créatif a pas l'œil sur tout, c'est des témoignages que j'ai lus. Hein. Sinon, quand c'est horizontal, bah, comme je disais, les rapports de force, ils vont être plus des rapports de respect mutuel et de reconnaissance mutuelle des compétences. Si le game designer il te dit ça d'un point de vue game design c'est chiant, le joueur il va pas aimer, ça va être pénible, bah il faut l'écouter, c'est que c'est probablement une mauvaise idée. Et si toi de ton côté tu lui dis mais ça n'a pas de sens, je peux pas travailler avec, ça casse la logique du récit, bah normalement il doit pouvoir t'écouter aussi. Et après tu trouves des compromis. Moi dans les scénarios des jeux que je fais, tout ne me plaît pas forcément. Ça n'affecte pas forcément négativement l'histoire non plus, tu vois. Il faut pouvoir garder son fil rouge et savoir faire des compromis. C'est un peu de la négociation. Ah, la meilleure manière de travailler. Déjà lire et valider les documents. Ouais, mais c'est pas évident pour tout le monde.
pas seulement parce que le narrative designer a besoin d'autorisation pour travailler, mais aussi pour avoir des retours. Parce que personne n'est capable réellement de travailler tout seul et de faire quelque chose de bien tout seul. Après, il faut avoir conscience que les gens, ils n'ont pas un temps infini à consacrer à notre travail. Et lire, ça prend beaucoup de temps. Un graphiste, quand il envoie une image, l'image, c'est tout de suite, on voit... il faut avoir un peu l'œil, mais on voit tout de suite ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, etc. Un texte, franchement, la plupart des gens ne le liront jamais. Donc c'est très important d'écouter ce que veulent les gens. C'est très important de leur dire ce que vous avez l'intention de faire et qu'ils soient d'accord avec ça. Parce que ce qu'on va mettre dans le jeu, ça va être assumé par tout le monde derrière. Si vous voulez aborder des thématiques qui sont, je sais pas, difficiles ou politiques ou n'importe, il faut théoriquement que tout le monde soit d'accord avec. Ça, c'est au niveau de la collaboration. Et après, au niveau plus personnel, je pense que l'important, ça reste de se focaliser sur ce que nous, on a envie de transmettre, de travailler. Je sais que avec l'expérience, je me rends compte qu'on travaille des thématiques et après elles rejaillissent sur tout ce qu'on fait, dans tous les projets. Elles rayonnent en fait dans tous nos travaux. Donc il faut essayer de se focaliser sur des thématiques qui nous plaisent, de bien les travailler et que ça reste important pour nous. Parce que si on arrive sur des projets où rien ne nous intéresse, ça va être difficile de faire du bon travail. Si on estime que le narrative design c'est sa compétence principale, peut-être essayer de se focaliser dessus, sur le sens de ce qu'on réalise. Mathématiquement, le reste sera pas forcément ouf. Quitte à faire un jeu en solo, autant qu'il soit impactant, quoi. Alors oui, il y a des tendances, notamment à chaque fois qu'un nouveau jeu sort et que sa narration est remarquée, automatiquement il va y avoir une série d'imitateurs, et c'est systématique, hein, c'est pas qu'au niveau du narrative design, c'est au niveau du game design, c'est dans la plupart des domaines de design, ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a quelques temps on a eu Disco Elysium, très peu de temps après il y a eu plein d'imitateurs de Disco Elysium, ADS, Baldur's Gate, éclaté tout le monde en termes de production, avec des acteurs, avec des voix et tout, et qui ont bien dit, essayez pas de nous imiter, c'est quasiment impossible ce qu'on a fait. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de gens essayer de marcher dans leurs pas, parce que l'industrie en termes de production, ça devient compliqué. Donc il y a des grosses tendances comme ça. Comme Mass Effect, qui a mis hyper à la mode les choix très impactants dans les narrations. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a mis du temps par rapport à la vitesse à laquelle avance l'industrie. On a mis du temps à digérer Disco Elysium. Donc en fait, Baldur's Gate, j'ai trouvé que d'un point de vue design, c'était un peu passé inaperçu, parce qu'en fait, en termes de prod, c'est infaisable. Alors que le design de Disco Elysium, il est resté et il est en train d'être décortiqué par les gens pour qu'ils gardent ce qui leur a plu, qu'ils enlèvent ce qui leur a pas plu. Et je pense qu'on va avoir plus de jeux comme ça arriver, donc des imitateurs de Disco Elysium, et peut-être si on a de la chance, des gens qui vont aller un peu plus loin que de l'imitation. Et j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que je suis dedans depuis longtemps, j'ai l'impression que les jeux de gestion et les trucs comme ça, c'est en train de passer un peu sur le derrière de la scène, et qu'on va aller un peu plus vers les jeux narratifs, mais très narratifs. Et pas forcément du visual novel, des jeux narratifs avec des systèmes. Après, voilà, c'est juste mon point de vue, je suis pas non plus... bon courage aux développeurs, parce que l'époque est pas évidente.